Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal sur ESAE TV. À la une de l'actualité, le Bénin organise à Ouidah le premier rendez-vous international des arts, de la culture et de la spiritualité les 9 et 10 janvier 2024. Une célébration qui s'annonce avec leur promesse d'exhibition artistique et de manifestations spirituelles. Comment les dignitaires du culte vaudou apprécient cette initiative? Élément de réponse dans ce journal. Depuis son annonce, la suspension des diplômes universitaires délivrés au Bénin et dans d'autres pays africains par le gouvernement nigérian suscite diverses réactions et commentaires. À ce sujet, la Direction générale de l'enseignement supérieur a apporté des clarifications à travers un point de presse. La Côte d'Ivoire abrite du 13 janvier au 11 février 2024 la Coupe d'Afrique des Nations CAN Côte d'Ivoire 2023. Les Ivoiriens n'ont pas lésiné sur les moyens au sujet de la construction des stades. À suivre d'un moment à l'autre, 6 stades qui vont abriter la grande fête continentale du football africain. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavi Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un an. À nouveau, bonsoir. Merci de nous préférer pour vous informer. Le parti de l'opposition, Force Cori pour un Bénin émergent FCBE, s'oppose à toute révision non consensuelle de la Constitution. L'information a été rendue publique à travers une déclaration de presse du bureau du parti en date du 5 janvier 2024. Cette réaction du parti fait suite à la polémique sur une probable révision de la Constitution et d'un 3e mandat. Il interpelle le parti LD, seul parti au Parlement avec ses 28 députés à la minorité de blocage. Ils invitent aussi l'Assemblée nationale à faire une concertation préalable de l'ensemble de la classe politique au-delà des seuls partis politiques représentés au Parlement. Le parti FCBE appelle les uns et les autres à la retenue et à la préservation de l'unité nationale malgré les divergences. Ils appellent ces militantes, militants et sympathisants à rester sereins et en marge de tout conflit personnel entre les présidents Boni Yayi et Patrice Talon et de toute initiative allant dans le sens d'une révision non consensuelle de la Constitution de notre pays. Je l'annonçais à l'entame de cette édition, le Bénin organise à Ouidah le premier rendez-vous international des arts, de la culture et de la spiritualité les 9 et 10 janvier 2024. À cet effet, des bus sont mis à la disposition des populations pour des allers-retours dans le cadre des festivités des Vodou Days. Il s'agit des bus de 30 et 50 places avec pour départ le Palais des Congrès de Cotonou et le Stade général Mathieu Kérékou. À en croire le directeur général de l'Agence de développement des arts et de la culture ADAC, le départ est prévu entre 9h et 12h dans la matinée et entre 14h et 17h dans l'après-midi.
Le retour se fera à 16h et en fin de soirée. Notons que les Vodou Days seront marqués par plusieurs temps forts et festivités. Entre autres, on note des animations, des places et couvents vaudou au cœur de la cité historique de Ouidah. Le village des Vodou Days avec ses nombreux stands d'artisanat, de restauration et d'animation. À cela s'ajoute la scène artistique avec 2 concerts les 9 et 10 janvier sur la plage de Ouidah. Le cérémonial du 10 janvier en présence des hauts dignitaires. Parlons toujours des préparatifs pour les Vodou Days. Cette nouvelle formule de la célébration des religions endogènes s'annonce particulière. À cet effet, suivons ensemble Dad Djomamousso, président de l'Oritrab, entendez, organisation des intellectuels traditionnels du Bénin, qui apprécie et explique le bien fondé de cette initiative. Il s'exprime au micro de Quentin Amousso et Brissette Pangon. Le gouvernement béninois a voulu placer le vaudou dans un tourisme religieux, histoire de faire accroître notre production intérieure brute en matière de tourisme. C'est une très belle initiative. Je crois que lorsque nous observons les obédiences religieuses qui sont au Bénin, il y a le christianisme, il y a l'islam. Après ces 2 religions-là, il y a le vaudou. Mais le vaudou est la religion fondamentale du Bénin. Les autres religions sont des religions importées. Alors, je voudrais, pour justifier, du moins, et soutenir le projet, faire un petit diagnostic. Alors, lorsque vous regardez le corridor quittant le Nigeria, passant par le Bénin, au Togo, au Ghana, vous allez constater qu'il y a les Yoruba, il y a les Guin, les Fon, les Adja, les Goum, les Evé et aussi les Ashanti. Alors, mais vous allez constater que dans ce constat linguistique, quand les gens veulent parler de la langue qu'on parle, les gens se disent, chez nous les Guin, les Fon et autres, on dit B. Alors, mais chez les Yoruba et les Evé, vous allez entendre parler de Ede. Alors, c'est dire que sur ce corridor-là, il y a un constant linguistique. Alors, s'il y a ce constant linguistique, ce que tout ce corridor a de commun, c'est le vaudou, qui est une religion que beaucoup de personnes sur tout ce corridor-là pratiquent. Donc le vaudou est pratiqué au Nigeria, le vaudou est pratiqué au Bénin, le vaudou est pratiqué au Togo, le vaudou est pratiqué aussi au Ghana. Alors même quand on rentre en Côte d'Ivoire, c'est aussi le vaudou. Mais je crois que le christianisme a son tourisme religieux, parce que beaucoup de personnes vont vers Lourdes pour voir Notre-Dame de Lourdes. Alors, de même, l'islam aussi fait beaucoup du tourisme religieux, tous ceux qui vont vers la Mecque. Restons toujours avec Dad Djomamousso. Il nous édifie également sur l'aspect touristique et économique du festival. Il décline brièvement le programme de ces 2 journées. Suivez plutôt. Il faut comprendre que le vaudou aujourd'hui au Bénin n'est pas encore saisi, n'est pas encore placé dans son ancrage qui peut apporter des devises touristiques et faire prospérer une économie. Derrière les pèlerinages, que ce soit de la religion chrétienne ou de la religion musulmane, il y a une stratégie économique qui est montée. Lorsque les gens se vont à la Mecque, ils prennent un avion, ils arrivent à destination, ils restent ils logent dans des hôtels, ils prennent du transport, et ils se nourrissent des repas qui sont dans ces pays-là. La même chose, lorsque vous allez, comment on appelle, à Lourdes, il y a tout un tas d'objets ritueliques qu'on achète là-bas, que ce soit les croix, que ce soit les encens, que ce soit les bougies, que ce soit les Bibles, tout ça là. C'est qu'une entreprise économique est bâtie derrière ce tourisme religieux. Alors, par rapport au Bénin, nous avons le vaudou. Et le vaudou, qu'est-ce que ça apporte sur le plan touristique au Bénin? Pas grand-chose. Ça n'apporte que un bienfait seulement à ceux qui en sont les adeptes. Alors, le chef de l'État a trouvé à sa juste valeur de placer le vaudou dans un programme de tourisme religieux. Parce que moi, personnellement, quand je voyage à travers le monde, à certains moments, on me demande, mais écoutez, vous êtes d'où? Je dis, je suis du Bénin. Les gens ne savent même pas là où se trouve le Bénin. On me demande, quels sont vos artistes?
Je dis, quand j'appelle les artistes et autres, Angélique Kidjo, par exemple, c'est connu des États-Unis. Donc, elle ne fait que identifier les États-Unis. Et le football, on n'a pas de meilleurs footballeurs qui soient des stars. Mais lorsque je dis, mais je suis du pays du vaudou, on me dit, ah oui, 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 maintenant vous comprenez. Donc le vaudou est en quelque sorte ce par quoi on reconnaît le Bénin dans le Conseil des Nations. Alors, ce que je crois le gouvernement veut faire, cela ne veut pas dire qu'on veut empiéter sur la religion, piétiner la religion catholique ou piétiner la religion musulmane. Non. Déjà, la religion catholique, la religion musulmane apporte de plus-value à l'État béninois. Mais on veut faire en sorte que le vaudou en apporte. Lorsque nous prenons par exemple les vaudous déistes dont on parle, vous allez constater que le programme est tellement ambitieux qu'un comité vaudou a été installé, que préside, je l'honore par ici, le professeur Maouyon Kakbo. Alors, le gouvernement a instauré un paquet de programmes, de projets qui va essayer de meubler les vaudous déistes. Entre-temps, c'était le 10 janvier seulement. Et on célébrait dans une vase close les vaudous. Mais pour cette occasion, ça va s'étendre sur au moins 2 jours. Quand je parle de 2 jours, les activités réelles vont se concentrer sur ces 2 jours. Sinon, déjà à partir du 7-6, il y a déjà des caravanes que vous voyez à Ouida. Alors, dans ce comité, vous allez constater qu'on a choisi des personnes qui sont des têtes de pont. Il y aura le vaudou Sakwata qui va prester, et il y aura le vaudou Rouvet, et Zangbeto, Yaocha, et Mami, Dan, Clouvito et Zangbeto. Alors, il faut des techniciens, ceux qui maîtrisent ce type de vaudou pour savoir qu'est-ce qu'on peut extérioriser. Ce n'est pas parce que nous voulons faire du tourisme religieux que nous allons sortir tout ce qui se retrouve dans les couvents. Un peu partout dans le monde, les gens viendront voir ces rythmes culturels, dansants, nourrir leur âme du tourisme. Alors, comprenez que tous ceux qui vont venir de l'extérieur vont prendre un avion. Ça va faire tourner l'aéroport international de Cotonou, qui est Bernardin Ganti. Ils vont dormir dans des hôtels, ça va faire tourner les hôtels. Ils vont utiliser des moyens de transport urbain, ça va faire fonctionner les taxis et autres là. Ils vont dormir, ils vont manger dans des restaurants, ça va faire tourner les restaurants. En dehors de ça, il y a les objets ritueliques. Les objets ritueliques qu'ils peuvent acheter. Les gens peuvent venir, par exemple, vous voyez la statue de Tassirangbe qui a été faite là. Les gens peuvent les faire de façon miniaturisée. C'est l'occasion de vendre ces choses-là. Composé de l'Afrique du Sud, du Brésil, de la Chine, de l'Inde et de la Russie, le bloc des pays émergents, connu sous l'appellation les BRICS, accueille officiellement depuis le 1er janvier 2024 5 nouveaux pays. De nouvelles adhésions qui ont été décidées lors du 15e sommet organisé à Johannesburg. L'Argentine a confirmé fin décembre son adhésion suite à l'élection du nouveau président libéral, revenant ainsi sur la décision du précédent gouvernement de centre-gauche. À cet effet, le consultant et analyste politique Hamzat Abdoulaye explique les raisons qui sous-tendent ce refus d'adhésion de l'Argentine. Il s'exprime au micro de Nansérine Fatoumbi et Ulrich Amengapoe. Alors c'était envisageable parce que déjà en août, l'Argentine dansait sur un seul pied. Élection en vue, montée de l'extrémisme, montée du nationalisme, c'était déjà dans l'air. Mais c'était un risque à prendre que l'ancien président avait eu à prendre en intégrant l'Argentine au sein des BRICS, dès le 15e sommet à Johannesburg en août dernier. C'était un risque à prendre, mais je trouve que le choix de l'Argentine était surtout dû au fait que le Brésil était le seul État de l'Amérique du Sud qui était partie intégrante des BRICS. Donc intégrer le voisin argentin, c'est une façon de dire que l'Amérique du Sud, avec ces deux puissances émergentes que sont le Brésil et l'Argentine, c'est une façon de revoir la cartographie économique et globale de cette région et donc donner un message favorable à cette dynamique sud-américaine qui s'installait depuis plusieurs années.
Mais force est de constater que quand la tête change, également la dynamique et la politique également changent. Ça s'est vérifié aux États-Unis sous Donald Trump, ça s'est vérifié dans des pays de l'Europe de l'Est qui ont vu à leur tête des gouvernants ou des ministres, des premiers ministres nationalistes et ultra-conservateurs. Et ça s'est d'ailleurs vérifié en Grande-Bretagne où il y a eu le Brexit parce que justement à la tête du gouvernement, il y avait un gouvernement ultra-conservateur. Donc, quand la tête de l'État change, la dynamique politique également change. Donc, le risque était déjà dans l'air. Et avec le président Javier, ultra-libéraliste, je trouve que la politique à l'interne de l'Argentine va changer. Et cela aura également une répercussion sur les accords signés avant son arrivée, sur la dynamique géopolitique et géostratégique entérinée avant son arrivée. Donc, c'est autant de choses qui vont bouger. Et la première chose manifeste à l'échelle internationale, c'est bien entendu cette décision qui ne profitera bien entendu pas aux Argentins. C'est ce qui est quand même dommage parce que les BRICS Plus mettaient une dynamique globale et collective au sein de ce Sud, au sein de ces États, en vue de créer peut-être une monnaie, en vue de créer peut-être une dynamique économique, en vue de créer peut-être une banque commune pour justement faire en sorte que l'économie qui est désormais l'enfant malade, je vais dire, de ces États, puisse prendre son envol. Mais ce n'est que l'Argentine qui permet. Je suis également optimiste par rapport à l'avenir. Les BRICS vont travailler pour mieux revoir leur position, pour mieux se faire intéresser, pour mieux se rendre intéressant, pour que, qui sait, l'avenir, l'Argentine change de dynamique, ce qui reste quand même improbable. Cette édition se poursuit. La suspension des diplômes universitaires délivrés au Bénin et dans d'autres pays africains par le gouvernement nigérien suscite diverses réactions et commentaires depuis son annonce. Pour clarifier la situation, la Direction générale de l'enseignement supérieur DGES a animé un point de presse ce vendredi matin à la salle de conférence du ministère de tutelle à Cotonou. À l'occasion, le DGES a décliné le processus de délivrance des diplômes au Bénin. Je tiens à vous préciser que la plupart des diplômes incriminés sont ceux délivrés par les promoteurs des établissements privés d'enseignement supérieur et concernent la section anglophone, qui n'est pas autorisée en République du Bénin. Il s'agit des établissements installés anarchiquement sur le territoire national sans autorisation, ou des établissements autorisés pour la section francophone, donc pour les formations en français, et qui dispensent en toute illégalité les formations dans la section anglophone. Aucun promoteur d'établissement privé d'enseignement supérieur n'est autorisé à signer un diplôme. Et ils le savent tous. Tout diplôme provenant des établissements privés d'enseignement supérieur est un faux diplôme. Je tiens à vous rassurer et à rassurer le peuple béninois que l'État béninois ne délivre pas de faux diplômes. La délivrance d'un diplôme suit un processus. Et parmi vous, il y a pas mal de diplômés. Vous allez voir si le diplôme a été délivré par une université, vous allez voir qu'il y a plusieurs paraphes. Ça veut dire qu'il y a plusieurs niveaux de contrôle. Les diplômes de licence, de master et de doctorat délivrés par les universités publiques du Bénin sont des diplômes reconnus par toutes les instances nationales et internationales. On peut ramener ces diplômes partout, dans n'importe quelle structure dans le monde, ces diplômes sont reconnus. Quant aux diplômes de licence et de master des étudiants provenant des établissements privés d'enseignement supérieur, ils sont délivrés à l'issue de leur admission aux examens nationaux de licence et de master et sont bien entendu co-signés par le directeur des examens et concours
et par le directeur général de l'enseignement supérieur, et ce depuis 2017. Face à cette situation, les promoteurs de ces établissements mettent le ministère de l'enseignement supérieur en difficulté, puisque depuis déjà un certain nombre d'années, déjà 4-5 ans, nous sommes en train de revoir les textes pour que les établissements privés d'enseignement supérieur puissent avoir leur homologation, c'est-à-dire leur permettre de signer leur propre diplôme, un diplôme qui aura la même valeur que les diplômes délivrés par les universités publiques du Bénin. Mais si on assiste à des faux diplômes signés par les mêmes promoteurs, vous voyez que le processus est vraiment compromis. Après la nouvelle situation, le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique compte renforcer les dispositions pour assainir le milieu. Suivez plutôt. Nous avons déjà eu plusieurs séances de travail avec le ministre conseiller de l'ambassade du Nigeria, M. Ayalande Bankole, pour mettre fin à cette pratique. En 2022, la Direction générale de l'enseignement supérieur a fermé 5 établissements disposant de la section anglophone pour laquelle les promoteurs signent les diplômes en toute irrégularité. Et en 2023, 5 établissements privés d'enseignement supérieur ont été également fermés pour les mêmes raisons. Ceci étant, tout diplôme délivré au Bénin dans une formation de la section anglophone est un faux diplôme. C'est heureux qu'aujourd'hui que le gouvernement nigérien ait rejoint le Bénin dans ce combat de lutte contre les faux diplômes que nous avons commencé depuis l'avènement du régime de la rupture. Qu'ils vous souviennent, mesdames et messieurs, chers journalistes, les examens nationaux pour l'obtention de la licence et du master au profit des étudiants des établissements privés d'enseignement supérieur ont été institués en 2017 pour mettre fin à la co-signature et à la reconnaissance des diplômes, en vue de finir une fois pour de bon avec les éventuels faux diplômes. Et compte tenu de la situation actuelle, des dispositions urgentes seront prises par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique pour lutter contre le trafic de diplômes. Dans les prochains jours, nous allons inviter à nouveau une délégation du ministère de l'Éducation du Nigeria via le ministère des Affaires étrangères pour mieux leur expliquer les critères de validité des diplômes délivrés au Bénin. J'ai bien dit que nous allons les inviter à nouveau. En 2019, quand les réformes ont été entreprises, une délégation nigériane avait été invitée et le Bénin a en son temps effectué aussi une mission de clarification. Nous pensons que ce n'est pas suffisant, ou ça n'a pas été suffisant. Il va falloir que nous les invitons à nouveau. Nous allons suggérer à l'ambassade que tous les ressortissants du Nigeria authentifient leurs diplômes délivrés par le Bénin, par l'ambassade du Nigeria via la Direction générale de l'enseignement supérieur. Ça veut dire tout simplement que les promoteurs eux-mêmes ne vont plus transporter leurs diplômes qu'ils ont délivrés eux-mêmes vers le Nigeria pour leur prise en compte. Enfin, comme mesure, nous allons organiser avec l'appui de l'ambassade du Nigeria au Bénin une séance de sensibilisation des étudiants nigériens au Bénin pour qu'ils ne soient pas victimes de la mauvaise pratique des promoteurs indélicats et des intermédiaires nigérians qui sont donc dans la filière. Le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique continue sa lutte contre ces établissements prédateurs qui ternissent l'image du Bénin et qui compromettent leurs efforts, ou les efforts plutôt entrepris par le gouvernement du Bénin. Et puis on parle sport pour finir cette édition. La Côte d'Ivoire abrite, le pays des éléphants abrite la 34e édition
de la Coupe d'Afrique des Nations CAN Côte d'Ivoire 2023 à partir du 13 au 11 février 2024. Événement sportif d'envergure internationale, le pays de Alassane Ouattara n'a pas lésiné sur les moyens au sujet de la construction des stades. Dans l'élément à suivre, Colombe Oussou vous emmène à la découverte de 6 enceintes qui vont abriter les grandes fêtes continentales du football africain. Le stade Félix Houphouët-Boigny, le stade olympique Alassane Ouattara ou stade olympique d'Epembe, le stade Amadou Gon Coulibaly de Koogo, le stade de la Paix de Bouaké, le stade Charles Konan Banny de Yamoussoukro et le stade Laurent Pokou de San Pedro sont les 6 stades retenus pour abriter la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations CAN Côte d'Ivoire 2023. Ces stades sont construits ou rénovés dans un style digne des terrains de football en Europe. Le stade Félix Houphouët-Boigny, surnommé le Félicia, est situé dans la commune du Plateau à Abidjan. D'une capacité d'accueil de 40 000 places, c'est un stade polyvalent pouvant abriter les matchs de football, du rugby et l'athlétisme. Les gradins peints aux couleurs nationales sont constitués de virages, de la tribune lagunaire, de la tribune latérale, d'une tribune officielle et d'une loge présidentielle VIP et VIP. Le stade comprend également une salle de presse, une salle de contrôle antidopage, une salle de soins, des bureaux d'arbitre, une salle de massage, 4 versières et un écran vidéo de 16,50 mètres sur 5,70 mètres. Autrefois, le stade principal qui accueille les matchs de la sélection nationale de la Côte d'Ivoire avant la construction de nouveaux stades dans le cadre de la CAN. Comme événement marquant, le 29 mars 2009, lors de la rencontre Côte d'Ivoire-Malawi, le portail d'accès à une tribune virage du stade cède sous la pression de supporters possédant leur droit d'entrée et frustrés de ne pouvoir entrer dans le stade avant le coup d'envoi de la rencontre. Une bousculade s'ensuit, causant la mort de 19 personnes par piétinement et faisant plus de 130 blessés. Le stade olympique Alassane Ouattara ou stade olympique d'Epembe est d'une capacité d'accueil de 60 000 places. Il a été inauguré le 3 octobre 2020. Construit sur une superficie de 40 hectares, il reste aujourd'hui le plus grand stade de football de la Côte d'Ivoire. Le stade olympique Alassane Ouattara est prévu pour abriter la cérémonie d'ouverture et la finale de la CAN 2023. Le stade Amadou Gon Coulibaly de Koogo est construit entre septembre 2018 et septembre 2023. Le stade est situé à Koogo, dans le nord de la Côte d'Ivoire. D'une capacité d'accueil de 20 000 places, il est construit pour rendre hommage à Amadou Gon Coulibaly, Premier ministre de la Côte d'Ivoire entre 2017 et 2020. Le stade de la Paix de Bouaké est situé à Bouaké, au centre de la Côte d'Ivoire. Il a une capacité d'accueil de 40 000 places et est l'une des vieilles bâtisses qui accueille la CAN 2023. Il est construit depuis 1984 et est baptisé Stade de la Paix de Bouaké depuis la cérémonie de la Flamme de la Paix de 2007. Le stade de Bouaké est d'une dimension de 119 sur 73 mètres, construit sous la forme d'une couronne ovale avec un profil en travers de 24 gradins. Événement historique marquant, on retient le match Côte d'Ivoire-Madagascar du 30 juillet 2007 lors de la Flamme de la Paix, qui est un rendez-vous historique pour la réconciliation nationale, un point qui faisait partie de l'accord de Ouagadougou. Le match qui a suscité beaucoup d'intérêt s'est soldé sur 5-0 pour la victoire de la Côte d'Ivoire. Le stade Charles Konan Banny de Yamoussoukro, situé à Yamoussoukro en Côte d'Ivoire, est d'une capacité de 20 000 places. Le 19 octobre 2018, le Premier ministre ivoirien Amadou Gon Coulibaly lance des travaux de construction du stade. Le 11 juin 2021, le stade est remis à la municipalité de Yamoussoukro
et accueillera des matchs de Ligue 1 et inauguré officiellement en juin 2022. Depuis 2023, le stade porte le nom de l'ancien Premier ministre Charles Konan Banny. Enfin, le stade Laurent Pokou de San Pedro est situé dans la ville de San Pedro en Côte d'Ivoire. Il a une capacité de 20 000 places entièrement couvertes et s'étend sur une superficie de plus de 23 hectares. L'édifice a une forme rectangulaire avec un toit en béton et une pelouse en gazon naturel. Le stade comprend également 10 accès pour le grand public et des entrées pour les organisateurs de la compétition, la presse, les équipes et les personnalités. À cela s'ajoutent des vestiaires équipés pour les joueurs, plusieurs toilettes pour le grand public, 4 ascenseurs, les infirmeries, une salle média et des parkings de 2000 places. Voilà, chers internautes, c'est ainsi que s'achève cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci de votre fidélité. Excellente soirée en compagnie de nos programmes sur EZAE TV.